Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un document historique d'une puissance assez rare. La Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. C'est son autobiographie publiée en 1846. Bonjour. Oui, un texte absolument fondamental. Notre source, c'est donc ce récit incroyable, écrit par un homme qui a fui l'esclavage après y avoir passé 20 ans. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller au-delà de la simple brutalité physique pour vraiment décortiquer la mécanique psychologique de ce système. C'est exactement ça. Qu'est-ce que ça nous révèle sur l'oppression, sur la résistance de l'esprit humain? C'est toute la question. Tout est fait. Et il faut bien comprendre que ce texte, à sa sortie, c'est l'effet d'une bombe. On est en 1845, le discours public sur l'esclavage, il est quasiment monopolisé par les esclavagistes, C'est le point de vue du maître qui domine en somme. exclusivement. Et là, tout d'un coup, un homme qui a vécu ce système de l'intérieur prend la parole. Et avec une clarté, une intelligence. C'est foudroyant. D'ailleurs, un des préfaciers, Wendell Phillips, a une formule absolument géniale pour décrire ça. Ah oui, hein. Il dit que pour la première fois, les lions écrivent l'histoire. Jusque-là, c'était toujours le chasseur qui racontait. C'est une image très forte. Le lion prend la plume. Et ça change toute la perspective. On le sent d'ailleurs dès la première préface, celle de William Lloyd Garrison, qui est un géant de l'abolitionnisme. Absolument. Il nous raconte sa toute première rencontre avec Douglas. C'était en 1841, à Nantucket. La fameuse convention anti-esclavagiste. Et l'image qu'il dépeint est saisissante. On a ce jeune homme, fraîchement évadé, qui monte sur scène et il tremble. Il est presque incapable de parler. On peut imaginer sa terreur. Il est encore un fugitif à ce moment-là. Complètement. Légalement, il est la propriété de quelqu'un. Il risque sa vie, ou du moins sa liberté, à chaque instant. Donc prendre la parole en public, devant des blancs en plus, C'est un acte de courage, mais inouï. Il s'expose de manière radicale. et pourtant, dès qu'il commence à parler, c'est une déflagration. Garrison parle d'une éloquence naturelle prodigieuse, d'une intelligence qui foudroie l'auditoire. L'effet est tel que Garrison, en larmes, se lève et il fait une comparaison incroyable pour l'époque. Ah oui, il le compare à... Patrick Henry, Ah, un héros de la Révolution américaine. Il dit, en substance, que même Patrick Henry n'a jamais fait un discours plus puissant pour la liberté. c'est énorme comme compliment. C'est placer un esclave fugitif au panthéon des héros de la nation. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste un beau discours, hein. C'est une arme politique. À cet instant précis, Douglas devient la réfutation vivante de toute l'idéologie raciste. Le simple fait qu'il parle si bien pulvérise le préjugé de l'infériorité intellectuelle. Voilà. Ce n'est plus une théorie, c'est un fait, là, sous leurs yeux. Et c'est pour ça qu'il est immédiatement recruté comme conférencier. Son histoire, c'est l'argument ultime. Mais c'est un paradoxe terrible, hein, non? Pour se libérer par la parole, il se met littéralement une cible dans le dos. Tout à fait. Wendell Phillips le dit très bien. En publiant ce livre, en donnant son vrai nom, les noms de ses maîtres, les lieux, Mhm. il donne une feuille de route pour le capturer. Exactement. Il sacrifie sa sécurité personnelle pour la cause. Chaque page est écrite avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ça donne une idée du personnage. Et quand on ouvre le récit lui-même, la première phrase, ce n'est pas une scène de violence. C'est un détail presque, administratif. Et c'est peut-être le plus glaçant. Il dit « Je ne connais pas mon âge ». Qu'est-ce que ça nous dit, d'emblée? Ça nous dit tout. Ça nous dit que la déshumanisation commence par les choses les plus élémentaires. Le priver de sa date de naissance, c'est lui refuser une identité, une inscription dans le temps humain. Il fait cette comparaison terrible. Il dit que les esclaves en savent aussi peu sur leur âge que les chevaux sur le leur. Le message est limpide. Vous n'êtes pas des individus avec une histoire. Vous êtes du bétail. C'est la première brique du système. Et la deuxième brique, c'est la destruction de la famille. Il a été arraché à sa mère, Harriet Bailey, alors qu'il n'était qu'un bébé. Il raconte ne l'avoir vu que 4 ou 5 fois dans sa vie. C'est ça. Et dans des conditions terribles. L'image est d'une tristesse infinie. Sa mère, après sa journée de travail, marchait presque 20 kilomètres de nuit. Juste pour s'allonger quelques heures à côté de lui. Et elle devait repartir avant l'aube pour ne pas être fouettée. Et la conséquence de ça, il l'a décrit avec une honnêteté qui est presque brutale. Oui, Quand il apprend sa mort, vers 7 ans, il dit qu'il a ressenti la nouvelle comme il aurait ressenti la mort d'une étrangère. c'est terrible, mais ça montre que le système a fonctionné. Exactement. L'objectif a été atteint. Le lien a été brisé. Ce qui est fou, c'est sa lucidité. Il n'est pas juste dans l'émotion, il est dans l'analyse. Il écrit que le but de cette pratique, c'est d'entraver le développement de l'affection. Il a compris la stratégie.
C'est une stratégie de contrôle. Des individus isolés sont plus faciles à dominer. Une famille, c'est un lieu de solidarité et de résistance potentielle. Bien sûr, en faisant exploser la cellule familiale, on détruit le tissu social à sa racine. On ne contrôle plus seulement les corps, on contrôle les cœurs. Et cette perversion des liens humains, elle atteint son paroxysme avec la question de sa propre paternité. Ah oui, Il sait que son père est un homme blanc, et la rumeur dit que c'est son propre maître. ce qui révèle toute l'hypocrisie du système. Ces enfants sont un rappel vivant de l'exploitation sexuelle des femmes esclaves. Et il décrit la haine particulière de la maîtresse de maison pour ses enfants. Ils sont une offense constante à ses yeux. Et le maître, lui, se retrouve dans une position impossible. Et c'est là qu'on touche à une logique complètement tordue. Douglas explique que le maître est souvent contraint de vendre ses propres enfants. Vendre sa propre chair. Et il ajoute, avec une ironie mordante, que ce geste est parfois dicté par l'humanité, pour leur éviter pire. C'est vertigineux. Une humanité qui passe par la destruction de sa propre famille. Ça montre bien que le système corrompt absolument tout. Il n'y a aucune issue morale possible à l'intérieur de ce cadre. Aucune. Cette perversion, on la retrouve aussi dans le traitement matériel, le plus basique. Le quotidien sur la plantation du colonel Lloyd, ça ressemblait à quoi? Le quotidien, c'est la privation organisée. Il décrit des rations très précises. Par mois, un adulte reçoit 8 livres de porc, soit un peu plus de 3,5 kg. Et un boisseau de farine, de maïs. C'est tout. Rien d'autre. Pas de fruits, pas de légumes. Juste de quoi survivre en travaillant. Pour les vêtements, c'est le même dénuement. 2 chemises de toile par an, Ouais. une veste, un pantalon. Et les enfants, c'est encore pire. Juste 2 chemises. Une fois qu'elles sont en lambeaux, ils vivent nus, hiver comme été. Pour dormir, évidemment, pas de lit. Une simple couverture sur le sol froid et humide. Et il faut bien comprendre un point qu'il souligne et qui est essentiel. Lequel? Ces conditions, dans le Maryland, étaient vues comme relativement bonnes. Bonne. Oui, comparé au sud profond, la Géorgie, l'Alabama, ce qui nous décrit, ce n'est pas l'exception, ce n'est pas le pire du pire, c'est la norme acceptable. Ça donne le vertige en pensant à ce que pouvait être l'enfer. L'enfer absolu, oui. Et cet enfer, il le découvre très jeune, à travers une scène de violence qui va le marquer à vie. C'est son premier grand souvenir. La flagellation de sa tante Esther. Exactement. Et la raison est effarante. Elle a été vue avec un jeune homme que le maître, Captain Anthony, lui avait interdit de voir. On voit bien ici que la violence, ce n'est pas juste pour punir un travail mal fait. C'est un outil de possession totale. Il ne possède pas que son travail, il possède son corps, sa vie intime. C'est la jalousie du maître qui est le moteur de la torture. La description qu'il en fait, elle est presque insoutenable. Il la voit, les poignets liés à un crochet, le dos nu, fouetté jusqu'au sang. Il raconte les cris, les injures. Et lui, enfant, est caché dans un placard pétrifié. C'est une scène fondatrice. Et il écrit cette phrase qui résume tout. C'était la porte tachée de sang, l'entrée de l'enfer de l'esclavage. C'est le moment où il comprend la nature du pouvoir esclavagiste. Un pouvoir absolu, arbitraire, qui ne répond à aucune loi. Si ce n'est le caprice du maître. C'est ça. La cruauté n'est pas un dérapage du système. Elle l'est, le système. Il y a un passage qui a complètement renversé une idée que j'avais et que beaucoup de gens ont, je pense. Ça concerne les chants des esclaves. Ah oui, c'est une des analyses les plus fines du livre. On a cette image un peu naïve de chants qui expriment la résilience, une forme de joie malgré tout. Douglas dit que c'est une erreur totale d'interprétation. Il pulvérise cette idée. Les gens du Nord entendaient ça et disaient « Voyez comme ils sont heureux ». Et lui, il écrit cette phrase si puissante. Les esclaves chantent le plus quand ils sont le plus malheureux. Les chants de l'esclave représentent les peines de son cœur, c'est exactement ça. Il dit que croire qu'un esclave chante par joie, c'est comme entendre quelqu'un pleurer et dire « voyez comme il est content ». C'est une analogie parfaite. Il décrit ces chants comme un mélange étrange. Ils exprimaient, dit-il, à la fois la plus haute joie et la plus profonde tristesse. La joie d'échapper un instant au contremaître et la tristesse fondamentale de leurs conditions. C'est très subtil. Et pour lui, c'est un moment de prise de conscience, un déclic. Tout à fait. Il écrit « C'est à ces chants que je retrace ma première lueur de conception du caractère déshumanisant de l'esclavage. » Avant même les mots, il a ressenti l'injustice à travers la musique. Exactement. Il dit que même quand les paroles étaient incohérentes, le son lui-même, ses notes longues, profondes, c'était un
témoignage contre l'esclavage et une prière à Dieu pour la délivrance. C'est une magnifique définition de la résistance par la culture. Absolument. Et cette idée de ne pas pouvoir dire les choses directement, ça nous amène à un autre point, l'impossibilité de dire la vérité. Il raconte une anecdote là-dessus qui est parfaite. Un jour, le colonel Lloyd se promène incognito sur ses terres. Et il croise un de ses propres esclaves qui ne le reconnaît pas. C'est ça. Et le colonel lui demande s'il est bien traité par son maître. Le piège. L'esclave, pensant parler à un étranger, se lâche. Il dit la vérité. Non, le travail est trop dur, la nourriture est mauvaise, bref, il se plaint. Et le résultat ne se fait pas attendre. Quelques semaines plus tard, il est enchaîné, séparé de sa famille et vendu à un marchand de Géorgie. Ce qui équivalait à une condamnation à mort. Son crime, avoir dit la vérité. Et la leçon, elle est terrible et elle se répand partout. De cette histoire, les esclaves tirent une maxime de survie. Laquelle? Une langue silencieuse fait une tête sage. Dire la vérité est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. C'est trop dangereux. Pour survivre, il faut apprendre à mentir. Ou du moins à dissimuler, à jouer un rôle. Et ça explique ce qui déconcertait tant d'observateurs quand on demandait à un esclave comment il allait. La réponse était toujours la même. Très bien, mon maître est bon. Douglas nous donne la clé de lecture. Ce n'est pas de l'assentiment, c'est d'une performance, une stratégie de survie. Ça crée un système entièrement fondé sur la méfiance, la dissimulation, une prison psychologique. Où personne ne peut dire ce qu'il pense vraiment. Le maître vit dans l'illusion et les esclaves dans la peur. Aucune communication authentique n'est possible. Au final, quand on referme ces extraits, on réalise que le récit de Douglas va bien au-delà d'un catalogue d'horreur, quoi. Ah oui, largement. En niant ton identité, en pulvérisant tes liens affectifs. Et en faisant de la vérité elle-même un poison mortel. C'est exactement ça. Tout à fait. Et pour conclure, je crois que le point le plus profond, c'est que ce système ne détruit pas seulement les esclaves. Il corrompt et déshumanise aussi les maîtres. Il empoisonne toute la société. Oui, en la fondant sur un mensonge. Et ça nous laisse avec une question qui est loin d'être juste historique, en fait. C'est-à-dire? Qu'advient-il d'une société lorsque l'injustice la plus totale est non seulement légale, mais qu'elle est présentée comme un pilier de l'ordre social? Comment la vérité peut-elle survivre dans un tel environnement? Et surtout, par quelles fissures, par quels interstices finit-elle malgré tout par voir le jour?